Trump a paniqué. Littéralement, il a hurlé sur ses conseillers, ses mains tremblaient sur son téléphone et ses propres collaborateurs ont dû quitter la pièce pour prendre des décisions sans lui. Ce n'est pas une caricature, c'est un rapport détaillé du Wall Street Journal basé sur des sources internes à la Maison-Blanche qui décrit les heures les plus sombres de la présidence Trump, celle où l'Iran a abattu un F-15E Strike Eagle américain et où 2 membres d'équipage ont disparu. Ce que ce rapport révèle, ce n'est pas seulement un président en panique, c'est un système de commandement qui s'est effondré au moment précis où il devait fonctionner. Rembobinons, nous sommes en avril 2026. La guerre entre les États-Unis et l'Iran, déclenchée quelques semaines plus tôt, a déjà bouleversé l'ensemble du Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz a été fermé par l'Iran, rouvert brièvement sous conditions, puis refermé. Les frappes américaines et israéliennes ont causé des dégâts considérables sur le sol iranien, mais aucun des objectifs stratégiques annoncés par Washington n'a été atteint. Le programme nucléaire iranien n'a pas été démantelé, les missiles balistiques iraniens continue de voler. Le régime n'est pas tombé et Téhéran contrôle toujours le passage maritime le plus stratégique de la planète. C'est dans ce contexte qu'un incident militaire va faire basculer l'ambiance à la Maison-Blanche. Un avion de chasse américain F-15E Strike Eagle est abattu ou tombe au-dessus ou à proximité du territoire iranien. 2 membres d'équipage disparaissent et pendant plusieurs heures, personne à Washington ne sait s'ils sont vivants, morts ou entre les mains des gardiens de la Révolution. C'est là que le Wall Street Journal entre en scène avec un récit minuté, sourcé par des responsables de l'administration Trump eux-mêmes, de ce qui s'est passé dans le bureau ovale pendant ces heures critiques. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump, en apprenant la nouvelle, est entré dans un état que ses propres conseillers décrivent comme hystérique. Il criait, il exigeait des réponses immédiates, il répétait une phrase en boucle « Je ne veux pas d'un nouveau Jimmy Carter ». La référence est limpide. En 1979, la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran a détruit la présidence de Jimmy Carter. L'opération de sauvetage Eagle Claw en avril 1980 s'est soldée par un désastre, des hélicoptères crashés dans le désert, 8 soldats américains morts et une humiliation nationale. Carter a perdu l'élection quelques mois plus tard face à Ronald Reagan. Trump le sait, Trump ne pense pas en termes de stratégie militaire, il pense en termes de cycles électoraux. Et ce qu'il voyait dans ce F-15 abattu, ce n'était pas un pilote en danger, c'était sa propre réélection en train de s'écraser. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus révélateur. Les conseillers de Trump, ceux-là même qui sont censés exécuter ses ordres, ont quitté la pièce. Ils se sont organisés dans des cercles de communication parallèles en dehors de sa présence. Pourquoi ? Parce que son impatience, sa nervosité, ses accès de colère rendaient toute prise de décision rationnelle impossible. Ils lui ont caché les détails de l'opération de récupération en cours, ils ont agi sans lui. Et quand le pilote a finalement été récupéré, puis le second membre d'équipage peu après, Trump est sorti devant les caméras pour parler de victoire extraordinaire et vanter les mérites de l'armée américaine. Prenons une seconde pour mesurer ce que cela signifie. Le commandant en chef de la première puissance militaire mondiale a été écarté de la chaîne de commandement par ses propres collaborateurs en pleine opération militaire parce qu'il représentait un obstacle à la gestion de la crise. Ce n'est pas un éditorial, ce n'est pas une analyse partisane, ce sont les mots de gens qui travaillent pour lui, rapportés par l'un des journaux les plus rigoureux des États-Unis. Ce rapport du Wall Street Journal ne tombe pas dans le vide, il s'inscrit dans un tableau beaucoup plus large, celui d'une présidence qui fonctionne au bluff, à la surenchère verbale et au recul systématique. Trump avait menacé d'effacer la civilisation iranienne, il avait parlé de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, il avait promis de détruire les ponts, les infrastructures énergétiques, tout. Puis il a reculé, il a annoncé un cessez-le-feu, puis il a menacé à nouveau, puis il a reculé encore. En une seule nuit, selon les décomptes faits côté iranien et confirmés par l'observation directe de ses publications, Trump a posté entre 20 et 25 messages sur sa plateforme, se contredisant parfois dans le même paragraphe. L'Iran sur le point de capituler, puis l'Iran toujours menaçante, le détroit d'Ormuz rouvert, puis toujours fermé, la guerre finie, puis puis la guerre qui pourrait reprendre demain soir. Mohammad Bakr Kalibaf, président du Parlement iranien et chef de la délégation de négociation avec les Américains, a résumé la situation avec une phrase « En une seule heure, il a menti 7 fois ».
et Kalibaf ne parle pas depuis une position de faiblesse. L'Iran a publié une liste de 10 conditions pour la réouverture du détroit d'Ormuz, parmi lesquelles le retrait américain de certaines bases militaires dans la région et l'arrêt total des opérations israéliennes au Liban Sud. L'Iran a imposé un nouveau corridor maritime entre les îles de Larak et Keshm, exigeant que toute navigation passe par des eaux sous contrôle iranien direct avec paiement de droits de passage. 6 navires, dont des pétroliers, ont été interceptés par des vedettes iraniennes pour non-respect de ce corridor, selon la Royal Navy britannique. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, est de facto sous souveraineté opérationnelle iranienne. Et pendant que Trump tweet, le monde bouge, l'Europe commence à prendre ses distances. Une analyse relayée par la presse russe, mais qui reflète un mouvement bien réel, décrit comment les capitales européennes, y compris les alliés traditionnels de Trump comme Rome et Budapest, perçoivent désormais les erreurs américaines comme une opportunité. L'alliance atlantique ne s'effondre pas avec fracas. Elle se délite silencieusement dans les couloirs des ministères et les notes diplomatiques. La Chine, elle, ne fait pas de bruit. Elle construit 168 ports financés dans 90 pays, 24 milliards de dollars investis, 35% de ces infrastructures sous gestion chinoise directe. Pékin ne cherche pas à occuper les mers, elle cherche à les administrer, pendant que Washington brûle ses alliances et s'enlise dans un conflit qu'elle n'arrive ni à gagner ni à quitter. La Chine tisse méthodiquement un réseau logistique mondial qui contourne les points d'étranglement traditionnels, y compris Hormuz, y compris Suez, y compris le canal de Panama. Foreign Policy parle d'un réseau mondial autonome, indépendant du système commercial occidental. Le mot est posé, côté pakistanais, la situation est tout aussi révélatrice. Le général Azim Munir, chef de l'armée pakistanaise, est au cœur de la médiation entre Washington et Téhéran. C'est l'homme que Trump qualifiait d'ami, celui qu'il louait publiquement, et c'est précisément à ce moment que Fox News publie un rapport l'accusant d'être un asset iranien, d'avoir entretenu des relations avec Qassem Soleimani et le commandement des gardiens de la révolution lorsqu'il dirigeait les services de renseignement pakistanais. Le timing est chirurgical, le rapport sort au moment exact où J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner s'apprêtent à se rendre à Pointe-Coquin au Pakistan pour un second round de négociations. Quelqu'un à Washington ou à Tel Aviv ne veut pas que cette médiation aboutisse. Ce que nous voyons se dessiner, ce n'est pas simplement une crise diplomatique ou un conflit militaire, c'est une recomposition du pouvoir mondial en temps réel. Les États-Unis, pour la première fois depuis la guerre du Vietnam, sont engagés dans un conflit qu'ils n'ont pas réussi à conclure par la force, face à un adversaire qui ne s'est pas effondré. L'Iran n'a pas gagné la guerre au sens classique du terme. Les destructions sur son sol sont réelles et massives. Mais l'Iran n'a pas perdu non plus. Et dans ce type de confrontation asymétrique, ne pas perdre, c'est gagner. Le vrai enjeu, il est là. Qu'arrive-t-il à l'ordre mondial quand la superpuissance dominante révèle publiquement, par la voix de ses propres médias et de ses propres conseillers, que son président est ingérable en temps de crise? Qu'arrive-t-il quand le bluff est identifié comme tel par tous les acteurs? L'Iran, la Chine, l'Europe, le Pakistan. La dissuasion américaine ne repose pas seulement sur des porte-avions et des têtes nucléaires, elle repose sur la crédibilité. Et cette crédibilité est en train de se fissurer, tweet après tweet, recul après recul, crise de colère après crise de colère. Pour les pays du Golfe, la leçon est brutale. Ces États ont investi des centaines de milliards dans la relation avec Washington, acheté des armes, accueilli des bases, aligné leur politique étrangère. Et quand la crise est venue, ils se sont retrouvés spectateurs, certains essayant pathétiquement de s'attribuer le mérite d'un cessez-le-feu qu'ils n'ont pas négocié pendant que l'Iran dictait ses conditions et que Trump tweetait dans le vide. Il y a une image qui résume tout. Celle d'un président enfermé dans une pièce, hurlant sur des conseillers qui sortent pour travailler sans lui. C'est l'image d'une superpuissance qui, au moment le plus critique, fonctionne malgré son propre leader. Et si l'Amérique a pu récupérer son pilote ce jour-là, la question qui reste sans réponse est autrement plus grave. Qui dirige vraiment? Et pour combien de temps le monde acceptera-t-il encore de faire semblant de ne pas voir? C'est exactement pour décrypter ce que les grands médias ne disent pas ou disent
trop tard que cette chaîne existe. Voix interdite, c'est l'analyse que personne ne vous sert ailleurs, sans filtre, sans sponsor, sans ligne à défendre. Si ce travail compte pour vous, abonnez-vous et activez la cloche. C'est le seul moyen de garantir que ces vidéos continuent à vous atteindre.